C'est pas simple d'écrire des mémoires. Il faut aussi avoir de la mémoire. Souvent, impossible de se rappeler des détails. L'hiver, les années 1917-1919, cela se complique. La maison, la famille, ça va. L'hiver, dans le petit jardin, derrière notre maison, 88A, avec un immense terrain vague. Les enfants s'amusent. Leur ami, notre Dovik, le concierge, si vous voulez, le dvornik, Grigori, a construit pour les enfants une petite montagne de neige qu'ils dévalent sur une petite luge. C'est leur sport d'hiver. C'est bien. Et c'est en ce temps-là le tsar de toutes les Russies, depuis Ivan le Terrible jusqu'à Nicolas II, 300 ans, est remplacé par un jeune avocat, bien vivant, charmeur et surtout excellent parleur. Il s'installe dans le palais d'hiver, dans le lit même du tsar Nicolas II. Il bouge, il discute, il parlemente, il débat, il harangue 24 heures par jour. Le succès d'une danseuse étoile chez les bourgeois. Il fait la guerre contre les Blancs, qui veulent le supprimer. Il fait la guerre contre les bolcheviks, qui veulent le supprimer aussi. Avec son énorme énergie et dilettantisme. Il n'arrive plus à aller plus loin et dans quelques mois, il abandonne son pouvoir et disparaît dans une robe de femme véridique. Il fuit et donne la place à un noble de naissance, Ulyanov, dit Lénine. Revenu de Suisse, grand personnage historique, sûrement génial, il sait ce qu'il doit faire et comment il faut agir dans ce gigantesque bouleversement de cette énorme Russie. Bref, il réussit. Pour les détails, adressez-vous aux innombrables livres d'histoire. Octobre. Lénine s'installe au Smolny, énorme bâtiment, ancien institut de jeunes filles, de la noble du temps des tsars. Lénine choisit pour son bureau, QG, une simple classe de l'institut et son règne compliqué commence. Voir les historiens. Smolny, un jour je rentre à la maison, ma femme me dit « On a téléphoné de Smolny ». « Comment ? De Smolny ? Vous devez téléphoner là-bas. Voilà le numéro et le nom. » Ah, ça, c'est chouette. Pas tout à fait reposant. Comprends pas. Bref, je téléphone. Oui, camarade, le chef des gardes est prévenu pour vous laisser passer. D'accord. Ouf. Est-ce que le tac-tac-tac change complètement? Smolny, amusant, inquiétant. Smolny, pittoresque, garde, sentinelle, foule, des hommes assis par terre, des soldats, des bottes, des fusils, des crachats, des corridors, des salles.
Camarade, j'ai oublié le nom. À gauche, une porte. Tout le monde discute en même temps, à haute voix. C'est assourdissant. On fume, on crie, on rit. Bonjour camarade, voilà une chaise. Nous sommes pressés. Nous commençons par Romain Rolland. Colas ce Brognon. Voilà le bouquin. Lisez. La semaine prochaine, d'accord. Ma femme m'attend dans une pièce debout. Alors, ça va? Tac, tac, tac. Le même son sur d'autres rails. Allons-y. Octobre, novembre, décembre, de nouveau. Tac, tac, tac. La vie continue. On travaille, on est payé avec un drôle d'argent. Pendant Kerensky, avec l'argent Kerensky, sans valeur, plus loin que le territoire soumis à Kerensky. À présent, ça continue avec d'autres petits papiers de même valeur. S'il y a quelque chose à vendre, on donne cet argent. Marchandises, de moins en moins. Des cartes pour le ravitaillement, pour le pain, pour la viande, sucre et autres. Des queues sont apparues où les ménagères, les cuisinières vident leur cœur. Dans notre cuisine, ça commence à sentir le tabac Majorca, les bottes, la capote militaire humide. Qu'est-ce que c'est? Ah, notre fidèle cuisinière, Marfa, a subitement, tout d'un coup, un ami, un cousin quoi. Moi, j'ai rien contre. L'atmosphère de la cuisine me rappelle notre cuisine de ma douce enfance, où j'aimais visiter ce lieu, où ça sentait la Majorca de notre cocher. Bref, ce nouvel ami militaire nous apporte et vend à nous des sacs de riz, de farine, etc. Vous voyez comme ça s'arrange la vie? Mon début aux éditions d'État se poursuit favorablement. Beaucoup de camarades. À propos, quand le livre de Romain Rolland est sorti, dans un quotidien, je crois, dans Pravda, un entrefilet désagréable. On donne à dessiner la couverture du premier livre de notre édition d'État à Arnstam, un peintre impérialiste. Je n'étais pas du tout chagrinée par cette notice, cela m'amusait plutôt. Publicité, un peu. Mais c'était sûrement un reflet encore vivant de notre fameuse encadrement pour la déclaration de guerre en 1914. Le temps file, bientôt Noël 1918. Et comme chaque année, ma femme, au coin de la salle à manger, décore notre joli arbre de Noël. Sur un escabeau, elle attache sur la cime l'étoile traditionnelle de l'arbre. Cette année, le 24 décembre, elle était prête à mettre au monde, dans une clinique de l'île Vassilevski, son troisième fils, le 27 décembre. Pas si simple de mettre au monde quelqu'un dans cette époque de total désarroi et d'étraquement dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Par quel moyen sommes-nous arrivés à notre clinique? Je ne me rappelle pas du tout. Quelle locomotion nous avons trouvée? À pied? Je ne crois pas. C'est possible, la clinique n'est pas loin, dans la même rue. Un fiacre? Difficile à trouver. Une simple charrette? Je ne sais pas. Bref, je me rappelle l'établissement dans un jardin enneigé, la lumière dans la clinique, et puis le retour, après quelques jours, à la maison. Cette fois, je me rappelle le grissement du traîneau, sûrement un fiacre, préparé à l'avance. À la maison, dans l'entrée et dans ma pièce, Marfa, Lipa, Georges, Garrick, tendu, agité. Ma femme dépose le petit paquet sur son lit et on voyait seulement un petit bout de nez entouré d'un paquetage blanc. Vous voyez la curiosité, l'agitation des garçons en regardant attentivement leur nouveau frère, poupée, dit Kirill. Quel Noël! On a allumé l'arbre de Noël et les petites lumières scintillaient dans la salle bleue. Le lendemain, je crois, apparut chez nous une grande femme avec des joues roses, une nourrice qui préférait manger des bonnes choses.